Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à l'émission Droit à la parole. S'il y a une chose dont nous sommes très certains, une chose dont on parle sur le pays, c'est que notre République n'a pas une classe moyenne assez puissante pour booster l'économie congolaise, mais surtout aussi pour gagner ce combat sur la prospérité collective. Si ceci est dit, ce n'est pas tout. Face à cette évidence, comment faire? Comment promouvoir une classe moyenne qui soit une classe de consommateurs qui permette à l'économie de fonctionner? Pendant de longues années, des réflexions étaient menées et un jour une décision a été prise. Pour pouvoir promouvoir une classe moyenne, il faut permettre aux Congolais d'entreprendre, d'accéder au système de production. Ainsi, le pays a décidé de mettre en place une autorité, celle de réguler la sous-traitance dans le secteur privé. Depuis quelques mois, vous êtes tous familiers de ce sigle ARSP qui signifie effectivement l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Pourquoi avons-nous pensé à cela aujourd'hui? Et quelles sont les perspectives que nous pouvons attendre de cette autorité? Parce que d'une certaine manière, entreprendre relève de la liberté individuelle. Va-t-on pousser les gens derrière pour qu'ils entreprennent? Voilà toutes ces questions que vous vous posez, que nous avons le plaisir aujourd'hui de poser à la première personnalité de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. C'est notre invité de ce jour, M. Ahmed Kalej. Bonjour, M. le Directeur général. Bonjour. Vous avez donc accepté de nous recevoir ici chez vous pour qu'on fasse le point, un tout petit peu le point. Nous avons vraiment insisté, nous avons attendu, et Dieu merci aujourd'hui, vous acceptez de nous recevoir parce que cette question de la sous-traitance est une question essentielle. Et aujourd'hui où le pays est en train de chercher ses marques, nous avons donc besoin de savoir, moi personnellement, mais surtout aussi les publics. Alors donc, qui êtes-vous finalement? Avant que vous me répondiez aux questions, permettez que je dise un petit mot sur vous. Vous êtes un économiste, vous avez fini vos études d'économie à la prestigieuse université de Kinshasa et vous avez travaillé à la Banque centrale pendant de très longues années et vous avez quitté la Banque centrale avec le titre de directeur du Trésor, je crois. Et après, vous avez été appelé à des fonctions encore plus importantes. Vous étiez directeur général de la GCAMIN. Vous avez donc mis en place au niveau de la GCAMIN des plans de relance. Et aujourd'hui, vous êtes un peu ce qu'on peut appeler la racine principale de la RSP. Voilà un peu en bref ce que vous êtes. C'est que vous n'êtes pas quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il ne connaît pas, mais qui connaît ce qu'il dit. C'est pour ça que j'ai l'espoir que notre entretien va se dérouler en toute franchise et en toute sincérité. Monsieur le directeur général, la première question est celle-ci. 60 ans indépendants, on n'a jamais pensé à faire une régulation de la sous-traitance. Pourquoi subitement cette pensée est devenue évidente au point que le pays s'est doté même d'une loi? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant qu'il n'y avait pas avant? Je vous en prie. Merci beaucoup, M. Willy Kalengai. Merci à Géopolis pour cette opportunité. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et réitérer mes remerciements pour l'opportunité que vous donnez à l'autorité de régulation de la sous-traitance à travers ma personne d'exposer à vous-même et au public ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé possède d'une loi. C'est la loi numéro 17/001 qui a été votée au Sénat, à l'Assemblée nationale et au Sénat en 2017 et elle a été promulguée par le chef de l'État le 8 février de la même année. En substance, cette loi rend obligatoire les activités de sous-traitance. Il faut entendre par activité de sous-traitance les activités
connexes et annexes à l'activité principale. Une activité est dite principale lorsqu'elle est reprise au registre du commerce et du crédit immobilier, donc RCCM, au titre d'une activité principale. C'est l'objet social même. Mais pour réaliser cet objet social, il est bien évident qu'il y a plusieurs autres tâches qui sont organisées en satellite pour appuyer et accompagner la réalisation de l'objet social. Et ce sont ces tâches qui sont secondaires, qui sont qualifiées d'activités de sous-traitance. Et le législateur n'a pas agi par hasard. Il a observé ce qui se passait sur le terrain et a estimé, pas à tort du tout, qu'il était important qu'une loi soit prise pour encadrer ces activités. En effet, le législateur a remarqué que sur terrain, notre économie devenait intéressante et attirait des investisseurs venant de tous bords, des 4 coins du monde. Et comme notre loi le permet, ces investisseurs venaient, choisissaient leur secteur de prédilection et y investissaient des sommes importantes pour mener une activité de production. La loi le leur permet. Le hic est que ces entrepreneurs ou ces investisseurs venus de tous les coins du monde, en s'intéressant à ces activités principales, que ce soit dans le secteur des mines, dans le secteur du bâtiment, dans le secteur du transport ou dans le secteur des télécommunications, parce que la sous-traitance couvre tous les secteurs de l'économie. Donc ces investisseurs, en s'intéressant à ces différents secteurs et en y investissant, prenaient pied et contrôlaient toute l'activité principale, ce qui est de leur droit parce qu'ils y ont mis des fonds importants, mais s'intéresser au même moment aux activités secondaires. Et de cette manière, les entrepreneurs locaux étaient évincés en fait de la scène économique de production. Pour être un peu plus clair, je voudrais illustrer mon propos par ce qui se passe dans un secteur que je maîtrise assez bien, le secteur minier. Dans le secteur minier, l'activité générique, l'activité principale se résume en la recherche et l'exploration, l'extraction minière, le traitement des substances minières, minérales, en vue de la production des métaux et leur commercialisation. Ça, c'est une activité générique, telle que n'importe quelle entreprise minière pourrait la mener. Mais pour réaliser chaque étape de cette activité, il y a des tâches spécifiques qui doivent être menées. Pour mener de la recherche ou de l'exploration, on a besoin des bureaux d'études qui mènent des études, on a besoin des entreprises de forage pour effectuer des sondages, on a besoin des entreprises de génie civil, etc. Et toutes ces différentes tâches contribuent à l'activité, à la réalisation de l'activité principale. De la même manière, pour faire de l'extraction minière, on a besoin de faire du minage. Ça implique la fourniture des explosifs, c'est une activité secondaire. Ça implique l'activité de minage même, c'est-à-dire de poser des explosifs pour faire exploser la roche, afin de la fragmenter pour pouvoir la transporter vers les concentrateurs. Ça aussi, c'est une autre activité secondaire. On a besoin de transporter cette roche ainsi fragmentée pour l'amener de la mine au concentrateur en vue de la soumettre au traitement. Ça aussi, c'est une activité de transport. Eh bien, cette activité est morcelée en fait en différentes tâches. Et ce sont ces petites tâches-là qui constituent les différentes activités de sous-traitance. Et qu'est-ce qu'on a observé? On a vu que les grands investisseurs ont amené des milliards, certes,
pour investir dans l'activité principale en vue de la production des métaux à commercialiser, mais ils ont fait main basse sur toutes les petites activités secondaires en organisant ou en créant des entreprises eux-mêmes, localement ou basées à l'étranger, qui étaient chargées de rendre ces services à partir de l'exploration jusqu'au transport à l'exportation des métaux produits. Et de cette manière, les entrepreneurs locaux ne voyaient que du vent, parce que les décideurs dans la chaîne des approvisionnements appartenaient en fait aux investisseurs principaux qui ont amené les capitaux. Et donc on assiste à une activité minière qui se mène sur notre territoire, mais qui ne profite pas aux opérateurs locaux. Ça crée des frustrations et ça gêne le développement de notre économie. En fait, c'est une activité qui se développe localement, mais qui ne fait pas prospérer l'économie dans laquelle elle se développe. Et ça pose un problème. Comment régler cette question? Le législateur s'est interrogé et la solution n'a pas tardé. Il a été inspiré et a compris qu'il fallait absolument créer une discrimination positive en faveur des opérateurs locaux. Merci, vous avez posé le tableau. Maintenant, examinons certains éléments. Vous allez peut-être nous corriger parce que les analystes estiment que cette loi qui a été mise en place est une loi contre l'investissement étranger. En réalité, la sous-traitance ne touchant que les capitaux venus de l'extérieur. Et pourtant, il y a des capitaux congolais qui ont aussi des activités principales, mais qui aussi n'utilisent pas non plus la sous-traitance. Donc, première idée, est-ce que le fait que l'on pense que c'est une loi contre les investisseurs étrangers, cette idée-là, dans quelle perspective elle est exacte? Deuxième chose, et vous allez répondre en même temps, pourquoi avoir fait une autorité de régulation alors que le marché se régule lui-même par l'offre et la demande? Très bonne question. Est-ce que cette loi s'adresse ou est contre les investissements étrangers? Je dirais c'est faux. Dans la mesure où, quand vous entendez le chef de l'État parler, il prône et invite sans cesse les investisseurs internationaux étrangers à venir investir au Congo parce qu'il y avait de la place pour ça. Et la loi, comme je l'ai indiqué ici, permet à n'importe qui, venant de n'importe quel pays, venir investir en République démocratique du Congo dans une activité principale et de tenir même les 100% du capital. La loi le permet encore aujourd'hui. Donc c'est pour dire que c'est faux de dire que la loi est contre les investissements étrangers. Cette loi ne vise qu'une catégorie, un aspect de l'activité de production, de l'activité économique. C'est les activités secondaires, les activités qui viennent en appui à la réalisation de l'activité principale. C'est cette catégorie d'activité à laquelle s'est intéressé le législateur parce qu'il entend faire participer les opérateurs locaux à cette activité principale sur le territoire national. Il n'y a pas plus juste que ça. Donc, il n'est pas question de viser qui que ce soit. Et puis, M. Kalenga, aucune entreprise n'est par essence une entreprise de sous-traitance. Mais c'est l'activité que cette entreprise mène qui l'a définie. De telle sorte qu'une entreprise peut être en même temps une entreprise principale et par un contrat qu'elle conclut avec une autre, elle devient une entreprise de sous-traitance. Donc c'est difficile qu'on vise une entreprise quelconque ou un investisseur quelconque. Monsieur le directeur général, parlons vrai, parlons court. Les Congolais ont des entreprises, certes, mais dans une économie informelle. Les multinationales qui ont investi ici, quand elles s'expriment, elles disent effectivement qu'il n'y a pas, même si nous voulons donner aux Congolais les contrats de sous-traitance, mais il y a très peu d'entreprises congolaises qui obéissent, qui répondent aux critères de qualité.
Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises congolaises ne peuvent pas, dans les chaînons que vous avez définis ici, répondre aux exigences d'une production, par exemple, minière, par exemple, le secteur des hydrocarbures, le secteur du bois. Il y a très peu d'entreprises parce que notre économie, nous la connaissons. Alors, comment, c'est un peu ça, comment on peut promouvoir l'émergence des sous-traitants locaux quand même dans un univers de précarité, mais surtout aussi sans assurer la qualité à ces entreprises? Monsieur Willy, vous savez que quand on veut noyer son chien, dit-on, on l'accuse de rage. Il ne faut pas faire du prétexte pour écarter des opérateurs congolais. Il n'est pas exclu à un entrepreneur local qui est majoritaire dans son entreprise de recruter un expert chinois ou indien ou pakistanais ou américain pour une tâche quelconque qui exige une certaine expertise, tout en étant majoritaire dans son activité. Donc, on ne peut pas dire que les entrepreneurs congolais ou les entreprises congolaises sont dépourvus totalement de technicité ou de compétences. Ce serait faux. Et puis, il faut les mettre à l'épreuve. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, qu'on les mette à l'épreuve. Nous sommes conscients que n'ayant pas eu accès à ces marchés, ces entreprises ont beaucoup à apprendre, ont du chemin à faire. Mais il faut commencer par les associer déjà à la tâche et les accompagner. C'est ça le but aussi de la loi. Cette loi prône le transfert de technologies. Il est prévu que, en les utilisant ou en recourant à eux pour la sous-traitance, que ces entrepreneurs locaux se perfectionnent, que ce soit sur le plan managérial ou sur le plan technique. Et du reste, nous, à l'autorité de régulation, nous prévoyons des formations sur le plan de la gestion et des formations à caractère technique. Et évidemment, nous ne sommes pas dans la théorie, vous êtes déjà sur le terrain. Alors, essayons faites-nous revivre un peu ce que vous avez trouvé sur le terrain. Aujourd'hui, je vous demande maintenant de nous dire quel est le tableau de cet espace économique où il y a d'un côté les entreprises qui ont des activités principales et de l'autre côté les sous-traitants. Quand vous êtes entré dans l'identification, dans la comptabilité, quel est le tableau, quel est l'état des lieux de l'application de cette loi? Merci beaucoup. Quand nous avons pris nos fonctions et quand nous avons commencé à nous déployer et à poser des actes sur le terrain, il est évident qu'il n'y avait rien avant nous. Donc nous avons réalisé un travail de pionnier et comme la loi était prise pour qu'elle soit appliquée, il fallait qu'elle soit connue. Elle était méconnue jusque-là. La première des tâches, c'était de procéder à la vulgarisation. Nous avons vulgarisé la loi pour qu'elle soit connue, mais nous avons aussi sensibilisé les parties prenantes, c'est-à-dire les entreprises principales, pour qu'elles puissent ouvrir les marchés aux entrepreneurs locaux. Et nous avons sensibilisé les entrepreneurs locaux à s'approprier de cette loi, en disant qu'elle est faite pour vous, pour que vous puissiez accéder à des marchés auxquels vous n'auriez pu accéder autrement que grâce à elle. Et c'était ça le premier message. Alors, ce qui était sur terrain, c'était quoi? C'est qu'il y avait des habitudes. Les entreprises principales avaient les entreprises de sous-traitance avec lesquelles elles avaient toujours travaillé. Et vous savez que l'être humain est par nature réfractaire au changement. Le message qui est arrivé n'a pas été reçu favorablement d'un coup. Nous avons fait face à de la résistance parce que le changement ressemblait en quelque sorte à un saut dans le vide, dans l'incertain, et il y a eu beaucoup de résistance pour que les entreprises principales le suivent. Il faut souligner ici que nous avons pris le secteur minier comme secteur pilote par lequel nous avons commencé à implémenter cette loi. Et au début, il faut avouer que les Congolais, les entreprises congolaises n'intervenaient que de façon très marginale pour des marchés très petits.
et de façon vraiment sélective d'ailleurs. Mais en martelant, en insistant et en brandissant quand même la menace de la sanction, il y a eu une certaine ouverture. Et on a vu que les chiffres de recours aux entreprises à capitaux congolais a commencé à augmenter. On était à environ 8% d'entreprises à capitaux congolais participant aux activités de sous-traitance dans le secteur minier en 2020. Et début 2021, mars, par là, on était autour de 13%. Et la courbe est ascendante. Donc, nous sommes très confiants qu'avec tous les messages que nous avons passés et avec l'accompagnement du gouvernement et des hautes autorités de notre pays, nous allons faire appliquer cette loi et nous aurons une plus forte participation des entreprises à capitaux congolais dans ces activités de sous-traitance pour le bien de notre économie. Évidemment, vous avez cité le secteur minier comme secteur pilote, mais nous avons des informations selon lesquelles il y a des entreprises où on ne vous a même pas ouvert la porte, où vous n'avez même pas accès à ces entreprises. On parle beaucoup d'entreprises chinoises. Est-ce que c'est une réalité ou bien c'est... qu'est-ce qui se passe effectivement avec elles? Avez-vous pu les convaincre d'accéder, d'entrer dans les processus? Et pourquoi y a-t-il tant de résistance si ça s'avère exact? Oui, c'est un secret de polichinelle de parler des difficultés que nous posent les entreprises chinoises. La plupart d'entre elles, très peu fournissent l'effort de se conformer, mais en règle générale, les plus gros problèmes que nous avons dans la mise en application de la loi concernent les entreprises chinoises. Et il y a un grand effort à fournir de ce côté-là. Et nous pensons, en associant notre ministère de tutelle et notre ministère des Affaires étrangères, approcher l'ambassadeur de Chine afin qu'un message soit passé pour conseiller aux tenants de ces entreprises chinoises de se conformer à la loi. Parce que c'est vrai que les sanctions aujourd'hui ne sont pas encore très dissuasives, mais on a une sanction qui est assez sévère. C'est celle de la fermeture administrative. Et nous pouvons toujours actionner à tout moment ce levier. Et là, ça va faire réagir les gens. Évidemment, vous avez appris que le ministre de Mines a suspendu 6 entreprises chinoises dans le Kivu et que le ministère des Affaires, le département d'État chinois, donc le ministère des Affaires étrangères en Chine, a même fait une déclaration disant que désormais on allait sanctionner les entreprises chinoises qui sont à l'étranger et qui ne respectent pas les lois locales. Mais tout ça, ça fait partie un peu du chaos dans lequel le secteur minier se retrouve aujourd'hui. Est-ce que vous avez été pourvu de moyens vraiment, parce que c'est une loi discriminatoire, même positivement, il faut l'imposer. Est-ce que vous avez les moyens pour imposer cette loi? Avez-vous une batterie de sanctions? Les moyens en notre possession sont des moyens légaux. Qu'est-ce qu'on risque si on ne fait pas ça? On peut faire quoi? Aujourd'hui, ce que l'on risque, et je dois avouer que c'est quand même une faiblesse. La sanction pécuniaire la plus élevée s'évalue à 150 millions de francs congolais, ce qui représente aujourd'hui 75 000 $ américains. C'est très peu dissuasif. Aujourd'hui, on observe sur le terrain qu'il y a des gens malveillants qui préfèrent, entre guillemets, acheter la sanction. Donc, ils préfèrent payer la pénalité et demeurer dans l'infraction, parce que celle-ci n'est pas dissuasive. C'est ainsi que un des chantiers sur lesquels nous sommes en train de travailler, c'est celui de la révision de la loi, de la révisitation de la loi sur la sous-traitance, en vue de mieux organiser
cet aspect de sanction. Parce qu'aujourd'hui, ces sanctions sont fixées de façon nominale dans la loi. Ça veut dire que pour les modifier, il faut retourner au Parlement, auprès du législateur. Donc, il faut organiser les choses différemment, en prenant exemple dans ce qui se fait au niveau de certaines régies financières. Donc, il y a des proportions qui doivent être établies en cas de sanctions, qui seront majorées en cas de récidive, et ces sanctions doivent être suffisamment dissuasives pour que les contrevenants ne soient pas tentés de demeurer dans l'irrégularité. Pourquoi certaines entreprises congolaises, quand elles veulent s'engager dans la sous-traitance, doivent venir obtenir auprès de vous un certain nombre d'autorisations? Pourquoi? C'est une très bonne question, M. Willy. Vous savez, ce qui se passait avant la loi, c'était, comme vous l'avez qualifié, un chaos. C'est-à-dire chacun faisait ce qui lui passait par la tête. Aujourd'hui, si on ne fait pas appliquer cette exigence de se faire enregistrer à l'autorité de régulation, la loi ne sera tout simplement pas appliquée. Ça veut dire que les entreprises principales pourront continuer à recruter des sous-traitants qui ne remplissent pas la condition légale et continuer à opérer avec eux aux grandes dames des autorités, de la loi et des entrepreneurs congolais. Mais qu'est-ce qui confère à une entreprise son caractère de sous-traitance? C'est son contrat. Alors comment il faut d'abord être enregistré comme sous-traitant alors qu'on est déjà une entreprise reconnue légalement avec son numéro de registre de commerce? Essayez un peu de clarifier cette double législation-là. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Une entreprise n'est pas par essence une entreprise de sous-traitance. Oui. Elle passe au guichet unique pour remplir les formalités. Elle devient une entreprise. Elle devient une entreprise commerciale qui peut opérer librement sur le territoire national. Mais du fait de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, pour exercer en tant que sous-traitant au service d'une autre entreprise principale, il faut remplir un certain nombre de conditions. La première des conditions, c'est que la majorité du capital doit être détenue par des actionnaires congolais, personnes physiques ou morales. Et la seconde, c'est le lieu d'établissement, et puis toutes les autres conditions à remplir au niveau du guichet unique. Et l'accomplissement de ces formalités, ou le quitus à la conformité, ne peut être donné qu'au niveau de l'autorité de régulation. C'est à notre niveau que nous vérifions que ces critères-là ont été remplis, ont été rencontrés, alors nous donnons le quitus pour qu'une telle entreprise puisse opérer en tant que sous-traitant. Si ce n'est pas le cas... Qu'est-ce que vous lui donnez? Un document? Nous délivrons une attestation. Oui. Et à faire valoir auprès des autres entreprises? À faire valoir auprès de toutes les entreprises principales. Parce que ce que nous faisons, c'est quoi? Une fois qu'une entreprise est enregistrée chez nous, l'enregistrement se fait en ligne d'ailleurs, pour faciliter les choses. Une fois qu'une entreprise est enregistrée, elle est reprise sur notre répertoire qui apparaît sur notre site, avec ses capacités et son secteur d'activité, de telle sorte que quand les entreprises principales veulent recruter un sous-traitant, ils s'y réfèrent et voient qui... Donc, si une entreprise principale recrute un sous-traitant qui n'est pas identifié par vous, c'est une infraction. C'est une infraction, elle s'expose à des sanctions. Et ça marche, ça a commencé à marcher. Au début, il y avait de la résistance et les gens pensaient que nous étions des rigolos en train de nous amuser. Mais ils ont vu que nous étions fermes et très sérieux et déterminés dans ce que nous faisons. Et ils se mettent au pas. Dans un pays où l'économie, vous venez de la Banque centrale, vous connaissez les caractéristiques de notre économie, c'est une économie informelle. 80% à peu près de l'activité passe sous la barre de la loi. Vous ne pensez pas que votre activité peut devenir périphérique? Parce que ne touchant pas l'essentiel des activités, est-ce qu'en exigeant toutes ces conditions légales, n'êtes-vous pas en train encore d'éloigner
de la formalisation des entreprises qui auraient pu peut-être être captées maintenant. Au contraire, M. Willy Kalingai, une entreprise se crée pour pouvoir prospérer en gagnant des marchés. La condition aujourd'hui pour gagner des marchés, il faut être enregistré à l'ARSP. Ça pousse les gens à être débusqués, à sortir de l'informel pour se formaliser. Parce que sans être enregistré, donc sans passer de l'informel au formel, on ne peut pas gagner des marchés. Donc c'est le contraire que ça produit. Ça pousse les gens à basculer dans le formel. Dans le cadre toujours de cet effort pour vos prestations sont honoreuses. Vous demandez contre-service que les gens payent, les entreprises payent. Oui, il y a une redevance qui est prélevée sur le contrat. Ça nous permet à nous d'organiser justement cet accompagnement en faveur des entreprises à capitaux congolais. Alors, une autre question, peut-être que nous allons aborder un deuxième aspect. Évidemment, le secteur minier, il fonctionne avec ses avatars, mais il y a d'autres secteurs, notamment par exemple celui du transport, dans lequel secteur les gens travaillent par affinité plutôt que par compétences jointes. Comment vous êtes organisé avec ce secteur? Comme nous l'avons indiqué dès le départ, nous avons utilisé le secteur minier comme secteur pilote pour des raisons très simples. C'est un secteur qui est plus ou moins organisé et structuré. Et en maîtrisant ce secteur, il est plus facile de dupliquer ce que nous avons appliqué, nous y avons appliqué à d'autres secteurs. Et maintenant, nous sommes en train de nous déployer sur les autres secteurs. Nous sommes attaqués au secteur du bâtiment et des travaux publics, au secteur des télécommunications, au secteur des hydrocarbures, et nous sommes en train d'évoluer de cette manière. Le transport, il y a différents types de transport. Le transport des personnes, il faut dire qu'on n'y est pas encore particulièrement attaqué, mais le transport des biens, nous y attardons. Le transport des marchandises, nous y attardons. Nous avons vu récemment, excusez-moi, des personnes qui ont prêté serment. Vous avez aujourd'hui presque une brigade policière ici. Vous êtes devenu une armée, hein, si je comprends bien. Comment ceci est arrivé à maturité? Comment vous êtes arrivé à avoir aujourd'hui des agents qui prêtent serment, qui peuvent verbaliser, hein? Vous devenez de plus en plus un peu comme un parquet, hein? Nous avons... C'est comme un parquet quand même ici. Pas tout à fait. Nous avons au sein de l'ARSP une direction de contrôle et de l'inspection. Et les missions dévolues à cette direction, c'est de descendre justement sur le terrain pour contrôler si les contrats qui sont passés se conforment aux prescrits légaux. Et au cas où ce n'est pas le cas, il y a des procès-verbaux qui doivent être établis et des constats d'infraction et des sanctions qui doivent être appliquées. Et pour ce faire, il est requis que ce soit des officiers de police judiciaire à compétences restreintes qui accomplissent cette tâche. Et pour nous conformer à la loi, nous avons donc recruté au sein de l'ARSP des cadres qui répondent à ce profil, qui pouvaient devenir des OPJ, des officiers de police judiciaire, qui ont suivi une formation organisée par les instances judiciaires de notre pays et qui ont donc accompli toute la procédure et devaient être habilités par le parquet pour pouvoir opérer en tant que OPJ. Ils ont donc reçu une compétence matérielle restreinte sur les matières relatives à l'autorité de régulation de la sous-traitance et une compétence territoriale nationale. Donc ils peuvent agir à n'importe quelle partie, sur n'importe quelle partie de la République. Vous vous rendez compte que le secteur qui est le vôtre aujourd'hui est substantiel pour le développement de notre pays. Et que si ça ne marche pas, rien ne va marcher. Alors vous qui êtes aujourd'hui pour piloter ces processus, quelle est votre conviction
c'est du travail que vous faites ou bien vous êtes sûr que ça va marcher? Sincèrement, est-ce que les Congolais sont prêts à assumer l'exigence qu'impose cette régulation? Je suis un homme de foi, de conviction. Et je suis quelqu'un de très déterminé. Je ne m'engage pas dans une tâche si je ne suis pas convaincu de pouvoir bousculer les rangs. Malgré les mauvaises habitudes, malgré la corruption, malgré la résistance, malgré la criminalité. Ça s'appelle nager à contre-courant. Et c'est important pour apporter un changement, pour contribuer à ce qu'un changement s'impose. Donc nous sommes conscients, mais les résultats déjà nous donnent raison, parce qu'on voit que ça change en réalité sur le terrain. Et de plus en plus, on recourt à des entrepreneurs congolais, mais le plus grand problème, le plus grand travail aussi est à faire du côté des opérateurs congolais. D'abord, qu'ils y croient eux-mêmes. On a l'impression qu'ils n'y croient pas. Même quand on sollicite des informations de ce qui ne va pas sur le terrain, les gens ont peur. C'est comme s'ils accusaient les entreprises principales. On dit non, ce n'est pas ça. Vous avez intérêt à nous documenter pour que nous puissions être équipés afin de vous aider correctement. Mais les gens ont peur. Et puis les gens ont peur de se structurer pour être plus forts. Il y a des marchés qu'un seul ne peut pas gagner. Ils peuvent mutualiser les efforts, oui, se syndiquer pour briguer un seul marché. Mais vous savez que les Congolais n'aiment pas travailler en groupe. C'est justement le travail que nous sommes en train de faire. Et c'est la difficulté que nous rencontrons quand nous parlons avec les opérateurs congolais. Alors, dites-moi, à quel moment, ou bien sur quel fait, un jour vous êtes dit, bon, tiens, ça marchera. Qu'est-ce qui vous a convaincu? À quel moment votre foi est devenue certaine que vous étiez dans le bon? C'était quel événement, quel fait, quelle étape? C'est après que j'ai été reçu par le chef de l'État, afin que je lui fasse rapport sur ce qui se passait sur le terrain, et qu'il ait officiellement donné son appui à la RSP, et que nous soyons redescendus sur le terrain, on a vu que les choses allaient changer. Donc vous avez reçu l'onction du chef de l'État. Voilà. Et avec le gouvernement, quel type de rapport vous avez? En tout cas, le gouvernement, nous avons l'avantage d'avoir un Premier ministre qui est passé par la GECAMINE, donc par le secteur minier, voilà, et qui a la maîtrise de ces choses-là. En fait, avec lui, nous défonçons une porte ouverte, c'est-à-dire il est très au courant, très au fait de ces choses, et donc nous trouvons toujours une oreille très attentive quand nous lui parlons. Et notre ministre de tutelle, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien ces choses, et nous bénéficions de lui d'un accompagnement très, très précieux. Quand vous regardez maintenant les perspectives, aujourd'hui, c'est vrai que la loi est là, c'est vrai que vous êtes sur le terrain, c'est vrai qu'il y a des inspecteurs qui vont descendre pour contrôler, et donc je pense que la machine est en train de monter, mais vous êtes certainement donné un objectif majeur cette année, par exemple. Y a-t-il des chiffres que vous voulez obtenir, atteindre, ou bien il y a une autre étape? Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui pour vous? Donc, c'est que l'évaluation que nous voulons faire en fin d'année, nous voulions atteindre à peu près 25% de participation des entreprises congolaises dans les marchés de sous-traitance. Ça, c'est un objectif que nous nous sommes fixés pour cette année. Et pour ça, il faut que les entreprises s'organisent. Il faut que, et au niveau de votre structure, est-ce que y a-t-il des faiblesses? Bien sûr, c'est une structure naissante qui est partie de zéro. Vous avez suivi, vous êtes témoin. Vous avez vu que nous avions commencé avec un seul local, et puis 2, et puis 3. Et voilà, nous sommes dans un grand bâtiment aujourd'hui. Mais c'est un travail de pionnier, donc tout ne peut pas être parfait dès le départ. On a des problèmes internes à nous, d'organisation, mais chaque jour, nous nous remettons en question et nous essayons de nous parfaire. C'est-à-dire quoi exactement, la faiblesse que vous avez identifiée? Au début, d'abord, c'est par exemple la circulation de l'information, Oui. en interne, comme de l'intérieur vis-à-vis de l'extérieur.
et l'organisation même du travail, la responsabilisation de chaque cadre. Et on a eu des moments où on avait l'impression que chaque cadre ne savait pas exactement ce qu'il devait faire. Et pour ça, il a fallu expliquer, former et parfois malheureusement sanctionner pour que les gens se mettent au pas. Et les gens apprennent. Les gens apprennent et les choses prennent vraiment fort. Depuis quelques années, on a quand même remarqué dans le pays que beaucoup de décisions sont prises pour mettre en place des autorités de régulation dans beaucoup de secteurs. Est-ce que toutes les autorités de régulation, vous y compris, vous avez des ponts? Est-ce que, par exemple, celui des assurances, celui de l'électricité, celui même des médias, est-ce que les autorités de régulation peuvent constituer un front? Est-ce que vous discutez, vous échangez des procédures? On échange. Je me rappelle que quand nous avons été établis, j'ai été en étroite communication avec l'autorité de régulation des assurances. J'appelais d'ailleurs le DG, j'ai dit votre structure est notre grande sœur. Donc nous venons prendre modèle auprès de vous. En tout cas, nous organisons des échanges entre nous, déjà entre autorités de régulation, mais aussi sur le plan fonctionnel et organisationnel avec les autres établissements publics. Parce que nous avons des choses à apprendre, des choses à échanger pour voir si nous sommes sur le bon chemin. Nous arrivons évidemment à la fin de cette émission qui a eu pour objectif de faire un peu le point. Vous venez de dire effectivement que vous avez un objectif à donner, mais j'aimerais que vous profitiez de cet espace pour adresser 3 messages. Un message aux opérateurs économiques à capitaux principaux, ceux qui doivent ouvrir les marchés. Un message aux entreprises congolaises qui doivent profiter de cette opportunité, mais surtout aussi peut-être un message à l'opinion publique, parce que les jeunes qui vous ont suivi ce soir voudraient s'engager dans l'entrepreneuriat. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y a l'objectif de la promotion de la classe moyenne. Donc si vous pouvez vous adresser à la population et aux catégories que j'ai citées, qu'est-ce que vous direz? Alors, aux entreprises principales, je recommande vivement l'application stricte de la loi. Je sais que on ne peut pas arriver à 100% d'utilisation des entreprises à capitaux congolais aujourd'hui, mais faites cet effort de vous conformer à la loi pour utiliser la sous-traitance à capitaux congolais. C'est très important. C'est votre manière à vous de contribuer à l'émergence de la classe moyenne congolaise et à l'amélioration de l'économie nationale dans laquelle votre activité principale se déroule. Aux entrepreneurs à capitaux congolais, je leur demande de s'approprier de cette loi. Elle est faite pour eux, pour leur permettre de s'épanouir, de gagner des marchés et de devenir plus grands. Mais un conseil, formez-vous, essayez de vous parfaire, de vous mettre au standard international pour concurrencer les autres entreprises à capitaux étrangers. Et devenez plus grand pour contribuer à la construction du tissu économique de notre pays. À l'opinion publique, faites l'effort de connaître ce que c'est l'ARSP et ce qu'elle vous apporte. Parce qu'elle a été faite pour vous. Vous les jeunes, cessez à être dépendants de demandes de travail, mais soyez créateurs d'emplois. Vous pouvez le faire si vous vous engagez sur la voie de l'entrepreneuriat, avec l'accompagnement que vous offre l'autorité de régulation de la sous-traitance. Soyez certain que dans 3, 4, 5 ans, vous serez un entrepreneur de renom. Il y a des exemples dans différents pays. Quand vous allez au Nigeria, on vous cite des noms tels que des Dangote. Quand vous allez en Afrique du Sud, on vous cite des noms tels que des Patrice Motsepe. Ce sont des produits d'une loi comme celle qui a donné naissance à l'autorité de régulation de la sous-traitance. Je vous encourage donc à vous engager sur cette voie. Ce message, j'espère que vous l'avez bien perçu, bien reçu. Quant à nous, nous ne pouvons que remercier sincèrement le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance
dans le secteur privé, M. Ahmed Kalej-Kand, mais aussi vous remercier, vous qui avez suivi cette émission, avec l'espoir que vous avez pris la décision. La décision la plus grande, c'est que nous devons entreprendre. Qui que nous soyons, il n'y a pas d'âge. Vous avez un travail, vous êtes fonctionnaire, ça ne vous empêche pas de réfléchir à comment entreprendre autour de vous. Il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de vous, et ce jour-là, vous comprendrez que vous pouvez aussi faire de la sous-traitance. Mesdames et messieurs, je n'ai pas sous-traité cette émission, je dirais moi-même menée, avec espoir de vous retrouver la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.